Ici votre animatrice Vanessa Ross, contente de vous retrouver. Aujourd'hui à l'émission, je reçois le service de police de Laval, Alphabem, l'Alphéas, pour votre vitrine communautaire Midi 40, la ressource ATP et bien sûr votre petite capsule d'urgence santé. Bienvenue à Laval en bref. J'ai ici avec moi Madame Nathalie Lorrain, qui est du service de police de Laval. On est ici pour un cas assez spécial aujourd'hui. Là, on sait qu'il y a beaucoup de vols, des fois dû à l'intimidation dans les écoles. Et on vole surtout des appareils de grande valeur. Donc, entre autres, des iPads, des MP3, toutes sortes de choses comme ça. Donc, oui. C'est un gros problème en ce moment. Oui, bien, on a noté une recrudescence de ces vols-là, justement, autour des écoles, souvent dans les métros, les moyens de transport en général, et également là, sur la rue, tout simplement. Okay. Donc, évidemment, avec les gens s'en procurent de plus en plus. Donc, il y en a de plus en plus sur le marché aussi, différents modèles et tout ça. Donc, c'est très convoité, entre autres, par les jeunes là, de 12 à 24 ans. Ce sont nos victimes qui sont ciblées dans le projet. Parce qu'ils possèdent ces trucs-là plus que les personnes un petit peu plus âgées. Exactement. Dans les écoles, c'est pas toujours permis d'apporter ces appareils. Alors pourquoi est-ce qu'ils se font voler dans les écoles? Bien, c'est ça. C'est pas permis de l'avoir en main à l'école. La commission scolaire, du moins à Laval, là, ne le permet pas. Par contre, les jeunes, bien évidemment, ont peut-être des fois 1 heure de transport en commun à faire avant d'arriver à l'école ou dans l'autobus scolaire. Et puis, bon, ben c'est 1 heure d'autobus sans musique, là, c'est difficile. C'est ça. C'est très long. Ou sans texter avec son téléphone cellulaire ou quoi que ce soit. La maman ou papa peut tenter de le rejoindre aussi pour savoir si tout va bien. Donc, effectivement, les jeunes ont souvent ces appareils-là en main. Donc, ce qu'on dit au niveau prévention, c'est évidemment tenter de le camoufler le plus possible. Souvent, ils sont contents. Ils viennent d'avoir un nouveau iPhone pour Noël ou pour leur anniversaire, puis ils vont le montrer à tout le monde. Être le plus discret possible parce que souvent ces crimes-là sont accompagnés de violence. On voit, on a vu certaines intimidations au couteau, poivre de Cayenne, souvent avec des voies de fait. Alors c'est un crime qui peut s'accompagner de violence. Donc on dit de faire très attention. C'est drôle qu'on n'a pas le droit d'apporter avec nous à l'école nos MP3, mais qu'on a le droit d'apporter du poivre de Cayenne. On n'a pas le droit, mais oui, ça devrait être autant surveillé. Parce que les professeurs, lorsqu'ils trouvent l'élève avec un appareil comme ça, ils lui confisquent. Oui, l'appareil va être confisqué pour la journée. Souvent, c'est le parent qui doit aller le récupérer au bureau de la direction parce que ce sont des objets qui valent quand même beaucoup de sous. Oui, OK. Puis là, vous avez des enfants. Oui. Oui, ils sont à l'école. Oui. Et puis, est-ce que ça leur est déjà arrivé de se faire prendre avec un appareil? Se faire prendre, non, mais s'en faire voler, oui. Ah oui, s'en faire voler? Mes garçons, oui, effectivement, dans son casier. Donc, comme ils n'ont pas le droit d'avoir ces appareils-là en main et que l'avoir dans la poche, des fois, c'est trop tentant, ils vont le laisser dans le casier. Et évidemment, bon, un cadenas, c'est vite coupé. Les surveillants ne peuvent pas être partout en même temps. Donc, il s'est fait voler son iPod dans son casier. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait voler? Bien, c'est certain qu'il faut aviser la direction de l'école parce que s'il y a un problème à l'école, il faut qu'ils en soient conscients. Et les autres, ils vont dire, mais tu n'avais pas le droit de l'emporter. Exactement. Il n'y a rien comme tel que l'école va faire pour récupérer ce bien-là, à moins qu'il y ait des caméras dans les casiers. Il y a des choses qu'on peut faire. On avise les policiers également. On peut faire un rapport de police. Et bien, après ça, c'est aux parents de voir s'il y a lieu d'appeler les assurances pour... finalement en acheter un autre. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on appelle la police si on s'est fait voler? Oui, tout à fait. Ça serait bien d'appeler la police. Puis il y a souvent certains appareils, entre autres de Apple, qui ont des GPS intégrés. Donc avec ça, un numéro de série, toujours conserver le numéro de série de son appareil. Donc juste au moins le noter puis le garder dans ses papiers importants. Là. Comme ça, on peut appeler la police, dire moi j'ai perdu tel item, voici le numéro de série, puis vous êtes capable de le retracer? Oui, tout à fait. Ou des fois dans des saisies où on a plusieurs objets volés, bien, ça nous permet d'identifier tel objet à une personne et
pouvoir lui remettre éventuellement. Mais là, qu'est-ce qui arrive si vous retrouvez cet objet? Est-ce que la personne qui l'avait volé va être arrêtée? Est-ce qu'il va avoir une amende? Comment ça fonctionne? Oui, c'est certain. C'est criminel. Donc, le vol, à ce moment-là, la personne s'expose à une poursuite, donc en cours judiciaire pour le vol. Okay. Maintenant, il y a également un phénomène des gens qui vont acheter ces objets-là qui sont volés. Okay. Alors, on dit, si vous vous faites offrir un iPod à un prix dérisoire... À 80 $, c'est ça. Il faut être conscient là, que c'est possible qu'il soit volé et s'il est muni d'un GPS et que la police retrouve cet objet-là, donc dans vos mains ou en votre possession, bien, vous pouvez être passible d'une accusation de recel. Ah, OK. Puis ça, est-ce que c'est criminel? Est-ce que oui, aussi. C'est une accusation au criminel qui peut être aussi grave que le vol en tant que tel, être en possession d'un objet volé. Même si, je sais pas, moi, tu as acheté ça, ton iPhone à 80 $, puis que tu savais pas, la personne a dit, je travaille dans une manufacture de puis elle te compte toute une histoire, puis tu l'achètes, tu pourrais quand même... Oui, faire face à des accusations. C'est certain qu'à ce moment-là... Il faut que la personne accuse. Oui, c'est les policiers qui accusent à ce moment-là de recel. Mais c'est sûr qu'au niveau de la cour, si on a des justifications, le juge peut ne pas nous sentencer là, et nous laisser aller sans peine. Mais c'est certain qu'on peut faire face à des accusations. Il faut en être conscient. OK. Alors là, il y a un programme ici de prévention pour que ça arrive à personne. Puis comment est-ce qu'il fonctionne, ce programme? Bien, ce qu'on a fait, on a mis des conseils de prévention donc sur le dépliant. On a fait une première phase avec la Police de Montréal, Longueuil et la Société de transport de Montréal. On a distribué ces pamphlets-là dans le métro suite à une conférence de presse. Mais maintenant, au niveau Laval, on va également là, approcher les commissions scolaires, certaines compagnies distributrices de ces objets-là pour... intégrer un GPS? C'est ça. Les influencer, du moins tenter de les influencer à intégrer un GPS dans leurs produits parce que ce ne sont pas toutes les compagnies qui le font. Et également, là, tout ce qui est transport en commun, la STL, l'AMT. On peut retrouver ça ici là, sur plusieurs affiches. Exactement. Pour faire de la promotion. Et sur le portail de la Ville de Laval aussi, pour ceux qui veulent le voir, le consulter. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Je suis présentement en studio avec moi Patrice Maccabé, qui est de Alpabem. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Expliquez-nous quelle est la mission d'Alpabem. Alpabem, c'est un organisme communautaire qui est à Laval depuis 30 ans. Puis notre mission, concrètement, c'est de soutenir les membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Donc, nous, on aide les parents, les conjoints, les amis, les enfants qui ont alentour d'eux une personne qui a un diagnostic de maladie mentale ou qui a des inquiétudes par rapport à une problématique. Donc, il n'est pas obligé d'avoir un diagnostic clair. Et de quelle façon exactement vous aidez ces gens-là? Ben, en fait, habituellement, comment ça fonctionne, c'est qu'une famille vit une première hospitalisation, soit à cause d'une dépression majeure, schizophrénie, un trouble de la personnalité limite. Donc, à ce moment-là, les gens vont être informés qu'il existe un organisme qui peut leur venir en aide. À ce moment-là, ils nous appellent. Nous, dans le cadre d'une rencontre en individuel, on va regarder la situation. Il faut savoir que souvent, ces familles-là, ça fait 2-3 ans qui sont témoins des difficultés de leurs proches, puis à ce moment-là, ils n'osent pas aller chercher de l'aide pour eux autres mêmes ou aller chercher de l'information. Donc, ils attendent d'être au bout. Oui, ils passent par plusieurs étapes, essayer de trouver un thérapeute avant, essayer de faire toutes sortes de choses, lire des livres, jusqu'à ce qu'ils se rendent au point où ils ont vraiment besoin d'être soutenus. Puis quels sont les autres services que vous offrez? Bon, ça, après avoir rencontré les gens en individuel, on peut les accompagner pendant plusieurs semaines comme ça. Souvent, ils vont vouloir aller chercher de l'information supplémentaire. Donc, à ce moment-là, il y a les conférences, il y a une revue, un magazine trimestriel qu'on leur donne accès. Puis, par la suite, on leur donne accès à des programmes de formation là, qui peuvent durer de 10 à 18 semaines. Ah oui, OK. Puis, qu'est-ce qui se passe pendant ces formations-là? Bien, en fait, c'est une formation psychoéducative. Donc, c'est pas un groupe d'entraide où ils viennent parler de leurs problématiques, leurs difficultés, mais vraiment, on leur donne de l'information, des outils, comment intervenir auprès de leurs proches. Donc, ils deviennent un peu comme des intervenants, mais dans leur famille. Bien, aussi, au niveau des services, on a des groupes d'entraide. Donc, ça, c'est des groupes où les gens viennent échanger librement sur leur vécu entre familles. Donc, ils parlent entre eux, ils se soutiennent entre eux. On a aussi un volet jeunesse là, que j'ai déjà parlé, donc qui est de la formation pour les enfants qui ont un papa ou une maman atteinte de maladie mentale. Donc là, on peut accompagner les petits poux, comme je les appelle, de 6 à 13 ans. Puis aussi, on est dans les écoles secondaires là, où on va faire des présentations aux élèves de secondaire 3, 4, 5 pour les sensibiliser aux préjugés qui sont reliés au niveau des maladies mentales. Donc. La plupart des maladies mentales, sauf la dépression, est-ce qu'on les découvre jeunes?
Bien, la majorité des maladies mentales sont diagnostiquées entre 18 et 25 ans. OK. Donc, notre objectif, c'est de diminuer les préjugés parce que souvent, les jeunes vont associer, par exemple, maladie mentale et déficience intellectuelle. C'est complètement différent. Donc, on les informe sur chacune On des prépare le problématiques. terrain là, avant qu'ils se rendent... Pour qu'ils puissent peut-être reconnaître alentour d'eux des difficultés, puis à ce moment-là, aller chercher de l'aide aussi. Que leur amie est peut-être pas chialeuse, mais peut-être dépressive. Ils vont pouvoir allumer puis avoir des outils au moins pour pouvoir offrir de l'aide à leurs amis ou leurs proches. C'est bien ça. OK. Puis vous offrez aussi des conférences. Oui, bien, des conférences. Nous, on a une conférence par mois qu'on organise qui est disponible pour le grand public, même les gens qui sont à l'écoute. Donc, ils peuvent venir à la Cité de la Santé. Le stationnement est gratuit, la conférence est gratuite. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent même écouter la conférence sur Internet en direct. En simultané. En simultané, ils peuvent même poser des questions aux conférenciers de la maison. Puis c'est quoi les sujets dans les conférences? Est-ce que c'est toujours le même sujet ou ça change de mois en mois? Ça change tous les mois. Des fois, on va faire venir un psychiatre qui va venir parler d'une problématique particulière. OK. La dernière conférence là, qui avait lieu le 21 février, on parlait des 5 piliers de la vie familiale, donc c'est un peu plus général. La prochaine conférence, le 20 mars, ça va être une conférence sur l'accumulation compulsive. Donc, ça va être une psychologue de Louis H. Lafontaine qui va venir expliquer cette problématique-là. Il y a des bonnes émissions là-dessus à la télévision. Bien, actuellement, on pourrait dire que c'est à la mode. Oui, on en voit beaucoup présentement, mais ce ne sera pas aussi sensationnaliste. OK. Alors, comment on fait pour référer une famille à votre organisme? Bien, c'est simple. Et évidemment, il y a l'Internet avec alpabem.qc.ca. Ils peuvent nous appeler directement au 450-688-0541. En fait, si vous êtes un ami, vous avez des inquiétudes pour un proche, bien, vous appelez tout simplement, puis nous, on peut les accueillir à ce moment-là, tout simplement. OK. Puis si moi, je ne suis pas directement touchée par la mission, parce qu'il n'y a personne dans mon entourage, mettons, qui souffre de ça, de quelle façon est-ce que je peux m'impliquer pour quand même donner un coup de main? Bien, ceux qui voudraient s'impliquer bénévolement, mais qui sont intéressés par la santé mentale, ils nous appellent à l'Alpabem, puis on a différents types de bénévolat. Les gens peuvent, par exemple, participer à des comités ou travailler à certaines activités ou même être sur le conseil d'administration dans l'éventualité où ils voudraient s'impliquer. Donc, on serait dans quelle sorte d'activité si on aide pendant un événement? Ou... Oui, bien, ce sont différentes activités sociales, là, comme des parties de Noël, des choses comme ça. Donc, les gens peuvent être concrètement là, mais on a différents comités. Si les gens ont, par exemple, des habiletés de communication, et on a un journal, donc ils pourraient participer à la rédaction du journal ou à l'envoi. On a un site Internet, Facebook, Twitter. Des fois, on cherche des gens qui pourraient administrer les sites. Donc, il y a différentes compétences. Donc, ceux qui ont des habiletés journalistiques, de communication, peut-être même de gestion, on peut chercher des profils comme ça. Puis, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au service, c'est que c'est totalement gratuit. Les gens n'ont pas à payer pour utiliser nos services. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. C'est beau, bon, pas cher, comme on dit. Il y a des entreprises aussi qui peuvent peut-être vous donner un coup de main? Bien, au niveau des entreprises, nous, on a beaucoup de demandes pour aller donner de la formation aux gestionnaires qui sont confrontés avec des employés qui ont des problématiques de santé mentale. À ce moment-là, on peut aller donner de la formation dans les milieux corporatifs. Donc, à ce moment-là, mettez-vous dans la peau d'un gestionnaire qui a un employé en dépression. Des fois, ces gestionnaires-là ont la difficulté à arriver à mettre en place un suivi avec ces gens-là ou ne comprennent pas ce qui se passe. À ce moment-là, nous, on va venir leur donner du coaching, en fait, comment intervenir auprès d'un employé qui aurait des difficultés en santé mentale. Bon, d'accord. Alors, je vais vous souhaiter une très belle conférence pour le 20 mars. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Mariette Gilbert vient de faire son entrée sur le plateau. Elle est ici de l'AFEAS. Bienvenue. Bonjour. Alors, c'est un acronyme pour... Association féminine d'éducation et d'action sociale. OK, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un organisme qui travaille en conditions féminines. C'est un organisme qui existe depuis 45 ans. On a célébré nos 45 ans. Félicitations. Merci. Et on travaille pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et actuellement pour aussi le maintien de ces conditions-là, parce qu'on sait que la conjoncture actuelle est assez difficile, donc on a du travail à faire aussi pour protéger ce qu'on a déjà comme acquis. On travaille beaucoup en éducation, c'est-à-dire sensibiliser et conscientiser les femmes à leur rôle de citoyennes et connaître aussi tout ce que la vie en société implique. Continuer à être une super-héros pour les enfants, le travail, la maison, le mari et tout. Mais aussi pour prendre sa place dans la société, puis que les décisions qui sont prises à tous les niveaux dans les instances décisionnelles tiennent compte
des femmes aussi. Oui. Parce que souvent, il y a des décisions qui sont prises, puis on ne regarde pas suffisamment les implications pour les femmes, parce que selon les projets, les programmes, les lois... Donnez-moi un exemple. Ben, je pense, entre autres, je vais y aller avec la santé parce que c'est quand même très gros. Si, par exemple, on met une taxe, on parle de la taxe en santé, par exemple. Bien, les effets ne seront pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes parce que les femmes utilisent plus le système de santé par le simple fait de leur santé, ce qu'on appelle la santé reproductive, c'est-à-dire le fait de mettre les enfants au monde, entre autres. Alors, les femmes, puis elles vivent plus longtemps que les hommes. Oui. Alors, si on met une taxe en santé, ça va les affecter plus du simple fait qu'elles l'utilisent plus, mais ça les affecte aussi parce que leur revenu, pour beaucoup, est moindre que celui des hommes. Okay. Alors, si on n'analyse pas les implications sur les uns et sur les autres, bien, ça devient injuste. Oui. Alors, dans nos revendications, il y a cet aspect-là. Et c'est bien sûr que quand on fait de l'éducation, sensibilisation, conscientisation, c'est dans l'objectif aussi de faire des revendications. Oui. Alors, la FEAS est un organisme qui se présente beaucoup devant les députés, les ministres, les commissions parlementaires. Alors, quand il y a des commissions parlementaires qui touchent la condition féminine et sur lesquelles on a des positions, c'est sûr qu'on se présente. Ah, mais c'est bien. Non. Alors, disons que souvent, ça va être nos dirigeantes provinciales, par contre, qui vont le faire, mais ça reste que c'est alimenté par la base, parce que les positions de la FEAS viennent de la base. Parlez-moi donc de vos membres. Au niveau de la province, la FEAS est présente partout sur le territoire. Okay. On a plusieurs milliers de membres dans plus de 275 groupes locaux. C'est réparti en 12 régions. Et la FEAS de Laval, nous, on fait partie de la région Montréal-Laurentides-Outaouais. Okay. On n'est pas un grand nombre de membres en ce moment, mais on est quand même très active et puis on espère rejoindre d'autres femmes. Oui, c'est ça. Et ce qui arrive, c'est que la FEAS s'adresse à tous les groupes d'âge, aux femmes de tous les groupes d'âge, de tous les milieux socio-économiques. À partir de 18 ans? Par 16 ans. À partir de 16 ans. Okay. Et pour nous, l'intergénérationnel est très important parce que, bon, je parlais je reviens avec l'histoire du système de santé puis la taxe en santé, on ne regarde pas seulement les effets sur une tranche d'âge, on regarde les effets sur tous les groupes d'âge. D'accord. Et ça va être la même chose quand on parle du travail invisible. On regarde les effets, les enjeux pour tous les groupes d'âge. Ça, c'est un autre de vos ateliers parce que vous offrez des ateliers, donc travail invisible. Oui. Alors, le travail invisible, c'est quelque chose qui est très, très important à la FEAS. C'est tout le rôle de soins aux enfants et le rôle de proche aidant. Alors, ça touche beaucoup de en fait, à peu près tout le monde, mais beaucoup les femmes, parce que c'est encore majoritairement les femmes qui donnent les soins et de ce fait, qui sont affectées par toutes sortes de mesures. Alors, nous, on se dit, il faut qu'il y ait une meilleure reconnaissance de ces rôles-là, qui sont essentiels pour la société. Alors, on a développé un atelier là-dessus aussi. Et dans votre volet éducation, vous avez aussi la section violence. Oui, on a un atelier sur la violence qui est la violence, ça nous regarde. Alors, nous, comme simples membres d'une famille, voisine, ben si on est témoin de violence, ben comment on fait pour la reconnaître? Comment on fait pour aider les personnes qui la vivent? Parce que ça se fait pas n'importe comment. Mais on n'est pas des intervenantes, jamais. Non. Mais on veut être quand même proactive pour que la violence... Vous apportez quand même de l'information puis du soutien. Oui, c'est ça. Alors, la reconnaître et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Puis, ce qui est très important à la FEAS aussi, c'est qu'on fait la promotion de tous les organismes à ce moment-là qui vont aider. Alors,
parfois, nous, ce qu'on va être, ça va être de tout simplement donner une petite carte avec les ressources. Oui, mais c'est au moins ça. Bien, ça peut aider. C'est notre petit bout de chemin à nous. Puis faire la promotion des ressources, parce que ça aussi, c'est très important à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour la FEAS? Bien, avant de ce qui s'en vient, l'autre chose que j'aimerais vraiment beaucoup parler, c'est l'union de faits. C'est un dossier qui est très actuel et qui est très important parce que les femmes, quel que soit leur milieu socio-économique, leur groupe d'âge, celles qui vivent en union de fait, beaucoup sont très mal informées. Ça ici, c'est un autre de vos ateliers. C'est un autre des ateliers et qui est, en tout cas, les moments où je l'ai donné, il a été très apprécié. Oui. Et à chaque fois, je me rends compte comment les gens ne connaissent pas les droits et ne savent pas comment se protéger. Alors ça, puis c'est offert à tous les groupes à coût très modique. Alors, c'est tellement important. Oui, c'est vraiment important. Ces ateliers-là sont disponibles qu'à longueur d'année ou il y a des sessions? Oui, non, c'est disponible. Les gens qui sont intéressés communiquent avec moi et on voit les arrangements qu'on peut faire. Alors, ce qui s'en vient, il y a une journée au mois d'avril. Oui, c'est ça. Alors, ce qui s'en vient, c'est que le 3 avril, c'est la Journée nationale du travail invisible. Alors, la Journée du travail invisible, c'est quelque chose qu'on a à la FEAS depuis 12 ans. Mais depuis 2010, grâce à Nicole Demers, qui a fait adopter une motion à la Chambre des communes, la Journée du travail invisible est une journée nationale pan-canadienne. OK. Alors, c'est ça qu'on va célébrer le 3 avril. On est en préparation. Vous allez revenir, vous allez pas nous expliquer tout ça en détail. Mais pour l'instant, si à la maison, on veut avoir plus d'informations, vous avez un site web? Il y a le site web de l'association. Alors, en communiquant avec l'association, c'est toujours possible. À ce moment-là, ils vont me transmettre l'information pour que je puisse intervenir. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. À la prochaine, à très bientôt même. Oui. Je vais me faire un plaisir de venir vous parler de tout ça. Restez là tout de suite après cette courte pause, votre vitrine communautaire. Et vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. J'ai avec moi de l'association Midi 40, Lucie Dubé et André Etu. Bienvenue. Merci. Merci de passer nous voir. Qu'est-ce que c'est que Midi 40? L'association Midi 40, c'est un organisme qui a été fondé il y a 24 ans maintenant, qui est destiné à accompagner des gens de 45 ans et plus ou 40 ans et plus qui cherchent du travail, qui ont de la difficulté à se trouver du travail. OK. On a de tous les genres de personnes qui sont susceptibles de vivre cette situation-là. Aujourd'hui, les emplois, il n'y a rien de sécure. Donc, ils perdent leur emploi de façon inattendue à 55, 60, 64 ou 45, n'importe quel âge, mais qui se retrouvent devant une nouvelle difficulté, celle de se retrouver du travail. Pourquoi c'est difficile après 40, 45 ans? En soi, ça ne devrait pas l'être. On ne devrait même pas exister. C'est notre culture, notre société était organisée de telle sorte qu'il n'y a aucun préjugé, que tout le monde est capable d'être vu par leurs compétences. Donc, c'est les préjugés qui pourraient affecter, c'est de l'âgisme? Oui, de l'âgisme. Fait qu'effectivement, au niveau de l'embauche, il y a des gens qui ont de la difficulté à penser qu'embaucher quelqu'un de 55 ou 60 ans, c'est une bonne idée. Alors, ils ont le réflexe de ne pas y penser. Une fois qu'ils y réfléchissent puis qu'ils ont l'opportunité de rencontrer les candidats, qu'ils découvrent jusqu'à quel point ces gens-là sont compétents, sont riches, et qui n'exigent pas autant. Beaucoup d'obstacles proviennent, par exemple, de l'employeur qui dit « Ah oui, mais il y a de l'expérience, ça va me coûter une fortune ». Il devrait payer effectivement un peu plus cher, mais pour la valeur que ça représente en termes de productivité, oui, il y a beaucoup de préjugés qui existent. On a les 11 mythes et préjugés avec lesquels on fait dans notre présentation une prise de conscience à nos clients. Quelles sortes de préjugés qu'ils vont avoir à affronter? Donnez-moi un exemple. Productivité. Étrangement, on croit qu'ils sont plus lents parce qu'ils sont plus âgés? Oui, oui, je comprends. Mais souvent avec l'Internet, c'est vrai qu'ils ont plus de difficultés. Il y en a que oui, mais...
Puis je dirais également, si vous permettez, comme par exemple, on a eu la semaine dernière un homme de 62 ans qui est venu nous voir et il dit, en entrevue, on m'a demandé mon âge. Et au moment où on m'a demandé mon âge, j'ai répondu 62 ans. L'intérêt de l'employeur, j'ai vu que l'intérêt était... il était plus intéressé à la candidature. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut que je réponde quand on me demande quel âge vous avez? Bien, on a dit, monsieur, répondez que vous avez l'âge de la rentabilité. Je vais être rentable au travail et je vais vraiment fournir tous les efforts et vous allez être satisfait de moi. Alors, ça, c'est un des préjugés qui peut être contré parce qu'en fait... C'est vrai, parce que quand on dit 62, on se dit, bon, il va peut-être vouloir prendre sa retraite dans 3 ans. Est-ce que c'est une bonne idée au lieu d'embaucher quelqu'un de plus jeune qui ne va pas rester là longtemps? Normalement, les plus jeunes vont rester au maximum, selon les statistiques, 1 an et demi. Dans un emploi, règle générale. Okay. Et celui qui a 63 ans, 62 ans, va rester au moins jusqu'à 65 et probablement jusqu'à 67, 70, dépendant du travail qu'il a à faire. Évidemment, les travails excessivement physiques, ben là, ça devient moins approprié. Mais quand je parlais de productivité tantôt, les gens d'expérience ont une productivité considérable. Ils ont de l'endurance, moi, j'aimerais dire. Ils ont de l'endurance, mais ils savent travailler. Oui. Et ils sont réguliers, toujours en poste. La productivité, ça se calcule sur une année, pas juste sur une journée ou quelques heures. Ils sont stables, toujours au poste. C'est des gens sur qui on peut compter. L'employeur n'a pas de tracas avec ces employés-là. Et en termes de capacité à faire l'emploi, normalement, ils ont beaucoup d'expérience et ça se ressent dans toute leur façon de travailler. Oui, ils ne courent pas. Ils sont peut-être plus lents en apparence, mais j'ai vu, moi, bien des expériences. C'est vrai qu'on n'a pas longtemps parce qu'il y en a des belles. On a juste à penser à la tortue et le lapin, hein? Quand on se donne cet exemple-là, dans le fond, le lapin, il peut bien courir de partout, mais à la fin, c'est la tortue qui gagne. Oui. Oui, et voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça, oui. Il y a aussi le problème aussi des diplômes, hein? Dans le temps, c'était un petit peu moins d'exigence sur des diplômes, puis maintenant, ben, tu arrives pour poser ta candidature vers un emploi, puis tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas avoir l'emploi, mais par contre, tu as toute l'expérience nécessaire. On apprend à manœuvrer avec ça pour convaincre l'employeur que, si jamais c'est le cas, que l'expérience compense largement. Okay. Il y a une théorie dans certaines... où 2 ans d'expérience équivaut à 1 année de scolarité. Fait que quand il y a quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, mais au niveau d'équivalence en scolarité, en connaissance, ça commence à être en soi un diplôme. Oui, c'est vrai. On dit que d'ailleurs que l'âge est en soi une compétence. Okay. Plutôt que quand on a 45, 50 ans, c'est une compétence en soi. D'accord. Alors, comment qu'on fait là, quand on a plus de 40 ans et qu'on veut se trouver un nouvel emploi, comment on s'y prend? Je peux y aller au niveau peut-être des services. En fait, nous, on offre des services en employabilité spécialisés. Donc, on va aider les gens à les mettre en valeur, donc à construire un CV en fonction de que leur âge n'apparaisse pas nécessairement. On va bien les préparer aux entrevues pour qu'ils sachent répondre aux questions des employeurs. Donc, on a toute une préparation qu'on fait avec eux avant de les vous leur donner des outils, comme vous m'avez dit tout à l'heure, au lieu de donner l'âge, j'ai l'âge des compétences. Oui, oui, exactement. On leur apprend toutes sortes de trucs parce qu'il faut que les gens se rendent en entrevue. C'est l'entrevue qui va nous donner l'emploi. Donc, nous, c'est vraiment toute la préparation pour se rendre à l'entrevue avec l'employeur et obtenir un emploi. Et ensuite, est-ce qu'il y a un bon taux de placement? Il y a un excellent taux de placement. On a plus de 83 % des gens qui retrouvent un emploi satisfaisant. Puis, ils retrouvent quel type d'emploi? Oh, mon Dieu! Selon la respiration. Les derniers sondages, pas les sondages, les enquêtes qu'on a faites sur les 4 dernières années, 90 % des clients qui s'étaient retrouvés un emploi étaient très satisfaits des conditions de travail. Une des choses qui n'a pas été dite, c'est qu'à l'âge de 45 ou 50 ans, quand on perd notre emploi, c'est une belle opportunité, quand même, de refaire le point sur qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Dans quel milieu qu'on veut travailler? Et quelles sont nos priorités? Et ça éclaircit énormément le champ de recherche d'emploi et la plupart du temps, ils réalisent leur objectif. Et évidemment, ils se retrouvent avec un taux de satisfaction inégalé, même peut-être dans leur carrière dans le passé. La majorité
arrivent dans un état, je dirais, dans certains cas, vraiment de détresse. Là. Ils vivent une émotion extrêmement Une puissante. crise de la quarantaine, un peu. Ça fait partie. Ça fait partie, il y a l'âge, il y a tout ça. Mais il y a aussi énormément d'inquiétude de réussir à se trouver du travail, désespoir aussi d'en trouver, l'impression qu'ils sont passés date, qu'ils vont se retrouver dans des jobs très secondaires, très en deçà de leur capacité. Évidemment, on est très habitués et on n'a pas de misère à leur redonner espoir, là, sans vouloir... Simplement en faisant le bilan de leurs compétences, étant donné qu'ils s'en accumulent tout le temps chaque année, bien, quand on a 55, 60 ans, quand on fait le point, on dit sacrifice, l'employeur qui va m'avoir, il frappe le jackpot. C'est dans une toute autre expertise, une toute autre attitude que les gens vont se retrouver. Ils vont aller voir un employeur. Ils ne s'en vont pas demander à charité, ils s'en vont offrir quelqu'un de talent. Et ça marche. Ils réussissent à convaincre l'employeur dans cette attitude-là. Ils réussissent à convaincre l'employeur qu'ils ont un candidat de valeur devant eux. Alors, vous les aidez là, avec tout ça, là, soit la présentation, puis des petits trucs. Mais est-ce qu'aussi vous leur donnez des possibilités d'emploi? Est-ce que vous leur... On a une section, on a lancé une opération, il y a plus que 10 ans maintenant, qu'on appelait déjà payer au suivant. Donc, tous nos clients qui se retrouvent en emploi, puis qui ont l'opportunité d'apprendre qu'il y a un emploi disponible autour d'eux, règle générale, ils nous envoient l'information. Cette information est rediffusée avec les chercheurs d'emploi actuels et cette banque-là ne cesse de croître. Alors, effectivement, il y a de l'information constante. Puis il y a des employeurs aussi il y en a régulièrement qui nous appellent, puis des gens qui ont compris la valeur des travailleurs d'expérience et qui, c'est un peu surprenant, puis j'espère que ça ne crée aucun préjudice à personne, mais ils nous disent, hey, moi, j'embauche plus jamais quelqu'un qui n'a pas au moins 40 ans. Oh, non! C'est triste. Écoutez, soyez pas inquiètes, ils sont minoritaires. Mais il y en a quelques-uns au moins qui ont cette ouverture-là. Puis il y a des raisons, par exemple, qui les amènent à dire une telle chose. Ils ont fait l'expérience et les tracas qu'il y avait avec la nouvelle génération dans une nouvelle culture complètement différente, peut-être que cet employeur-là n'est pas habilité à les gérer adéquatement. Puis ils découvrent qu'avec les 40 ans et plus, il n'y a pas ce genre de tracas-là. Parfait. Je suis sûre que le sujet d'aujourd'hui interpelle énormément de personnes à la maison. Donc, pour leur donner plus d'informations, vous avez un site web? On a un site web. C'est le www.assmq.com. ASSMQ pour Association Médicarante. Et par téléphone, c'est le 664-0711 dans le 450. Bien, parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai ici avec moi Catherine Muret-Truchon. Bienvenue. Merci. Et tu es ici de ATP. ATP, ça traite quoi exactement? Dans le fond, nous, c'est la ressource ATP, anxiété, troubles de panique. Donc, on traite des gens qui vont vivre de l'anxiété, le trouble panique et tout ce qui est dans la problématique de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? La différence entre, mettons, le stress et de l'anxiété? L'anxiété, il faut comprendre, c'est une réaction qui est très normale chez l'humain. Quand on vit quelque chose de stressant ou un élément qui peut être dangereux, on va ressentir de l'anxiété, mais elle devient problématique quand c'est excessif. Dans le fond, quand ça va empêcher la personne de faire ses activités quotidiennes, elle va vivre beaucoup de symptômes. Ça peut être de l'insomnie, du stress chronique. OK, du stress chronique, ça c'est que tu es toujours stressé? Oui, exactement, que tu n'es plus capable de gérer ton anxiété, de baisser ton stress. Et puis là, les gens qui font de l'anxiété, est-ce qu'ils font des crises d'anxiété ou c'est pas nécessairement relié? C'est pas tout le monde qui va faire de l'anxiété, qui va faire des crises de panique, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent en faire. Dans le fond, une crise de panique, c'est quand ton anxiété va atteindre son maximum. Ça peut prendre environ une dizaine de minutes avant que ça redescende. Là, on va voir chez la personne beaucoup de symptômes, palpitations cardiaques élevées, les paumes des mains moites, beaucoup de sueur, de tremblements. Donc ça, c'est vraiment quand la crise de panique atteint son maximum. Ça dure combien de temps, une crise de panique? C'est environ 10 minutes quand ça va atteindre son maximum. C'est très long pour une personne. Oui, c'est beaucoup de stress. Les symptômes ressemblent beaucoup. Des gens vont penser qu'ils vont faire une crise cardiaque. Donc ça peut être très épeurant pour la personne qui va en vivre. Déjà qui est anxieux, là, il va être encore plus parce qu'il pense qu'il est en train de faire... OK. Ensuite, l'agoraphobie. Vous traitez des gens qui font de l'agoraphobie. Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. L'agoraphobie, dans le fond, c'est la peur de se retrouver dans une foule, une file d'attente, un ascenseur, dans le fond, dans un endroit où on ne pourrait pas s'échapper si jamais on avait une crise de panique ou un malaise. C'est un peu comme la claustrophobie? Je te dirais que c'est un peu l'inverse, dans le fond. Les personnes vont vivre de l'agoraphobie quand ça va être dans des grands espaces. Ça peut être à l'extérieur, dans un centre d'achat. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de gens, beaucoup de mouvements, où c'est plus difficile de s'en aller si on a un malaise. OK. Ensuite, prochain sujet, le trouble obsessionnel compulsif.
Oui, dans le fond, le trouble obsessionnel compulsif, c'est des pensées qui sont très récurrentes qu'une personne va avoir et ça va apporter des manies, donc des tics. Par exemple, la personne peut se laver les mains plusieurs fois par jour, de manière très, très répétitive. Ça peut être de vérifier la porte, si elle est bien barrée, de vérifier 5, 6 fois. Il y en a qui peuvent même vérifier jusqu'à 20 fois si leur porte est bien barrée. Donc ça, tout le monde l'a un peu, mais encore une fois, il faut aller dans l'extrême. Exactement. Oui, c'est vraiment dans l'extrême. Je dirais que c'est normal de vérifier si notre porte est barrée 2-3 fois avant de partir. Moi, c'est mon frère, là, il est éteint. J'ai dit, Exactement. Ça, c'est normal. Par contre, si on est au travail, on est loin et on doit revenir à la maison pour vérifier si vraiment c'est fermé, le fer à cheveux, de revenir 4-5 fois à la maison, là, ça devient un trouble obsessionnel compulsif. Je comprends. Et la phobie sociale? Oui, la phobie sociale, c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à interagir avec les autres. Ils vont avoir une peur. Par exemple, ça peut être la peur du jugement des autres, la peur du regard. C'est des gens, quand ils vont se retrouver dans des endroits, par exemple, dans un autobus, ils vont avoir l'impression que tout le monde les regarde, que tout le monde les juge. Aussi, c'est la peur de parler en public, la peur d'interagir dans un grand groupe. OK, je comprends. Donc là, vous aidez tous ces beaux gens-là. Oui. Et vous le faites de quelle façon? Nous, les services qu'on offre, dans le fond, c'est des groupes d'entraide. Donc, on a des groupes qui se donnent 3 fois par semaine. C'est des groupes qui vont durer 2 heures où qu'on va parler... Dans le fond, ça se divise en 2 parties. La première partie de notre groupe, on va avoir une thématique. Donc, c'est des sujets variés qui changent à chaque semaine. Ça peut être, par exemple, la résolution de conflits, la gestion du stress qu'on va aborder. On va parler de ce sujet-là pendant environ 1h30 en lien avec l'anxiété. Tout le monde dans le groupe parle ou oui, exactement. Non, c'est vraiment que tout le monde peut partager si eux ils ont vécu des événements par rapport à ça. Là, les gens qui sont dans le groupe, c'est autant les troubles paniques, l'agoraphobie, dans le fond, tous les types de problèmes d'anxiété, tout regroupés ensemble. Exactement, donc, les très gens, varié. Les gens qui font de la phobie sociale, quand tu les mets dans un groupe comme ça, de quelle façon est-ce qu'ils réagissent? C'est ça, pour eux, c'est très difficile au départ. Ça va être difficile pour eux de parler, de partager leur vécu. Je dirais que ça arrive quelquefois qu'on va en avoir qui vont avoir phobie sociale très élevée. Après 5-6 rencontres, ils vont être plus à l'aise, vont plus parler. C'est ça qui est le fun dans nos groupes. Il y a beaucoup de respect dans le groupe, beaucoup d'écoute, de patience. Les membres comprennent ce que les autres vivent. Donc, c'est plus facile après, pour ceux qui vivent la phobie sociale, de partager, se sentent moins jugés par les gens dans le groupe. Quels sont les bénéfices de participer à ce genre de groupe? Qu'est-ce qui est très le fun avec nos groupes, c'est que les membres qui vont participer, juste le fait de parler de son vécu, de parler des problématiques qu'on vit à des gens qui comprennent ça, des gens que ça fait plusieurs années aussi qui vivent ça, c'est beaucoup un poids qu'on va enlever de nos épaules. C'est déjà là, le stress diminue beaucoup. On a le sentiment d'être plus compris, le sentiment d'être écouté aussi. Donc, déjà là, c'est un très grand pas que les membres font en venant à notre groupe pour améliorer leur situation. Alors, pendant chaque groupe, est-ce qu'il y a un intervenant ou une intervenante qui guide la conversation? Oui, nous, on est 2 intervenantes qui animent les groupes. Dans le déroulement des groupes, dans le fond, c'est sûr, on a une démarche à suivre. Donc, la thématique va changer. C'est la seule chose qui va changer dans notre ordre du jour. Donc, on suit toujours le même rythme à chaque rencontre. Les animatrices, nous, notre rôle, c'est vraiment de contrôler la gestion du groupe, de proposer de nouveaux sujets pour augmenter la conversation, la discussion entre les groupes. Donc, vous êtes 2 intervenants. Est-ce que c'est des gros groupes? Je vous dirais que ça varie quand même beaucoup. On a des groupes qui sont quand même très gros. On va avoir à peu près de 10 à 15 membres. Et on a d'autres groupes qui vont peut-être avoir 2-3 personnes. Donc là, c'est très plaisant de voir la dynamique. C'est très différent. Dans les groupes qui sont plus petits, il y a plus de place pour le partage où qu'on peut plus parler de ce qu'on vit. Et dans les gros groupes, on va aborder plus la thématique. Ah, OK, je comprends. Puis, est-ce que c'est à tous les soirs de semaine? Est-ce que c'est le lundi, le mardi? Quelle journée? C'est 3 fois par semaine. On en a un le lundi soir de 7h à 9h. Lundi soir, 7h à 9h. Le mercredi dans la journée, donc de 1h30 à 3h30. OK, dans la journée, c'est bien aussi. Oui, et c'est dans l'après-midi, justement, que le groupe est très gros. On a beaucoup de membres. Et le mercredi soir, de 7h à 9h aussi. D'accord. Et pour plus d'informations, vous avez un site web? Oui, exactement. Vous pouvez venir au www.laressourceatp.org. Et ça, c'est une des façons là, de référer quelqu'un à vos groupes. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on peut faire pour aider un proche qui vit un problème d'anxiété? Oui, vous pouvez appeler directement à la ressource. Nous, qu'est-ce qu'on propose dans ce cas-là? C'est de rencontrer la personne, lui expliquer plus davantage nos services, un peu plus apprendre à la connaître, c'est quoi ses besoins, c'est quoi les problématiques qu'elle vit. Et ensuite, on peut vraiment la référer à un de nos groupes. Et est-ce qu'il y a des coûts qui sont associés
au groupe quand on veut venir participer? Oui, pour être membre, ça coûte 5 et avec ce 5 $-là, on reçoit notre carte de membre qui est valide pour une période d'1 an. Donc ça permet de venir à nos groupes. C'est pas cher. Non, exactement, aux conférences qu'on offre. Et vous avez aussi la documentation et tout sur les troubles anxieux. Vous avez des conférences aussi? Oui, il y a quelques conférences qu'on va donner. Ça peut être, par exemple, sur la médication. On a un psychiatre qui était venu donner une conférence sur les troubles anxieux. D'accord. Donc, nos membres peuvent assister à ces conférences-là. Est-ce que vous en avez qui s'en viennent bientôt, des conférences? Pour l'instant, c'est incertain un peu pour les dates. Avec votre site web, on va pouvoir continuer à rester informé. On met à jour des conférences. Super, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir, merci. L'Oasis Unité mobile d'intervention est un organisme communautaire sans but lucratif qui a été fondé en 1995. Donc, à bord d'un motorisé, c'est une équipe d'intervenants qui vient en aide à la population lavalloise en allant à la rencontre des jeunes adolescents et des adultes dans leur milieu, permettant ainsi donc la liaison entre les clientèles à risque et les ressources. Ils ont jusqu'à ce jour effectué plus de 55 000 interventions auprès de la population. Ça représente donc plus de 55 000 occasions pour l'équipe d'intervenants en place d'œuvrer en vue d'améliorer la qualité de vie des gens qui visitent la caravane. Cette année, l'organisme organise son spectacle bénéfice annuel sous le thème de l'humour. Et c'est Étienne Dano à la barre de l'émission Les Auditions Juste pour rire à Vox qui animera le tout. Donc, pour cette soirée d'humour, c'est avec Sexe illégal de Kathleen Rouleau et d'Alex Douville. La soirée se déroulera à la Maison des Arts de Laval le 29 février à 20h. Pour les billets réguliers, c'est 20 $. Vous pouvez aussi vous en procurer 2 pour 30 $ et il y a un tarif étudiant de 15 $. Alors, pour plus d'informations ou pour vous procurer les billets, c'est auprès de la Maison des Arts de Laval au 450-667-2040. Academos est une plateforme web qui permet aux étudiants de persévérer à l'école et de mieux préparer leur avenir professionnel en leur offrant un contact direct avec des personnes exerçant le métier qui les intéresse. Chaque année, près de 42 000 jeunes échangent via academos.qc.ca, un site web sécurisé, avec près de 2 650 cybermentors bénévoles qui les guident et les informent de leur métier. Academos Cybermentorat, en collaboration avec la Fondation Jean-Michel Anctil, a procédé au lancement vendredi le 17 février à l'école Mont de la Salle de la 2e édition des bourses Accroche-Cœur en présence des professionnels du milieu scolaire, des gens d'affaires, de politiciens et des cybermentors. Ces bourses récompensent les élèves du secondaire qui ont fait preuve de détermination et de persévérance malgré leurs difficultés scolaires. 4 bourses de 500 $ seront discernées à Laval. Pour en savoir plus ou s'inscrire comme cybermentor, rendez-vous au www.academos.qc.ca. Dans une ambiance festive, dimanche le 19 février dernier au cinéma Colossus avait lieu le grand tirage et le dévoilement des résultats de la 4e campagne Objectif Zénith au profit des organismes sportifs, culturels et communautaires de Laval. Rappelons les faits. Une campagne de financement pour les organismes lavallois a eu lieu du 13 octobre 2011 jusqu'à la fin janvier 2012. Le public est invité à soutenir les organismes de leur secteur en achetant un des 112 500 billets de tirage Objectif Zénith mis en vente au coût de 2 $ chacun. Ces billets donnaient la chance de gagner des prix d'envergure totalisant près de 22 000 $. Le premier prix était une location d'1 an d'une voiture de marque Smart Fortwo. Le 2e et 3e prix, c'était 2 voyages d'1 semaine pour 2 personnes pour la destination de votre choix sur les ailes de Sunwing. Le 4e prix, un téléviseur HD 3D avec les lunettes. Le 5e prix était un ordinateur portatif MacBook Air. 6e et 7e prix, c'était 2 iPad 2. Le 8e prix, un caméscope numérique haute résolution. 9e et 10e prix, 6 forfaits de 3 jours et 2 nuits pour 2 adultes et plusieurs autres prix. Depuis plus de 40 ans, la Ville de Laval organise une campagne de financement unique pour les organismes sportifs, communautaires ou culturels. Depuis la toute première campagne de financement mise en place en 1972, près de 3 millions de dollars ont été recueillis pour les activités et projets de ces associations. Pour obtenir plus ample information, composez le 311. Tu veux savoir c'est quoi? Je te le montre dans une minute. Le foulard était en un morceau il y a quelques instants, hein? Surprise! Ben, de fête, OK, d'accord. Ça brûle! S'il te plaît, montre-leur. Pas d'état, pas de brûlure. Rien. C'est cool. Ouais. Ben,
Allons maintenant regarder ensemble la chaîne d'intervention pour Urgence Santé avec Benoît Garneau. Alors ensemble, M. Garneau, on va démystifier un petit peu la chaîne d'intervention du début à la fin. Comment ça se passe dès qu'on a l'appel? Bon, la première chose, c'est que lorsqu'arrive un incident à un endroit quelconque, ce sont les premiers intervenants qui vont intervenir. Alors, les premiers intervenants... C'est quoi les premiers intervenants? Les premiers intervenants, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont une formation de secouristes de base ou qui n'ont pas de formation quelconque, mais c'est les gens qui vont être témoins de l'événement, qui vont porter les premiers gestes et qui vont faire le 911 aussi. Si mon ami se blesse, tombe en bas des escaliers, je suis le premier intervenant. Vous êtes le premier intervenant et les soins que vous allez faire ou les premiers gestes que vous allez faire, la plupart du temps, c'est de rassurer la personne et par la suite, bien, vous allez composer le 911. Oui. Alors, ça, c'est le deuxième qui arrive dans la chaîne d'intervention, donc le centre 911. Le centre 911 va recevoir l'appel. Alors, il y a un centre 911 à Laval, il y en a un autre à Montréal. Le centre 911, en recevant l'appel, dans les premières questions qui vont être posées, vont être capables de diriger l'appel, de transférer l'appel soit à Urgence Santé, soit au service de police ou au service d'incendie. Okay. Alors, suite à ça, c'est le centre des communications santé. Donc, une fois qu'on a établi qu'on va avoir besoin d'une ambulance et une ambulance à Laval, ça c'est aussi pour dire où on est. Alors, le centre 911 de Laval va transférer l'appel à notre centre de communication santé. Il y a un répondant médical d'urgence qui va prendre l'appel, va rentrer les données, et c'est important, là, la personne va poser beaucoup de questions, mais l'ambulance peut être en route pendant ce temps-là. Okay, parce que dès les premières réponses que l'appelant donne, souvent, lorsqu'il s'agit d'une situation urgente, l'ambulance va déjà être en route vers les lieux de l'appel. Ah, c'est bien à savoir parce que j'avoue que quand on parle au service d'ambulance, là, au téléphone, on essaie de se dépêcher et de dire le plus d'informations possible parce qu'on veut se dépêcher à avoir une ambulance, mais dans le fond, elle serait peut-être déjà partie. Elle est déjà en route. Okay. Lorsque c'est très urgent, là, faites-vous-en pas. C'est pas la personne qui répond au téléphone qui va aller, qui s'en va chez vous. C'est vraiment, l'ambulance va être déjà envoyée, elle va être déjà en route pour s'en aller à votre secours. D'accord. Prochaine étape. Prochaine étape. Premiers répondants. Les premiers répondants, alors il s'agit soit de pompiers ou de policiers qui vont répondre. Alors, ici à Laval, il n'y a pas de pompiers premiers répondants comme tel. Alors, ça va être souvent les policiers qui vont être envoyés par le centre 911 en même temps que nous, en même temps que l'ambulance, dans des cas spécifiques. Je dirais pas pour tous les cas. Non, non, c'est pas pour tous les cas. Mais pour les cas où la vie est vraiment en danger, les premiers répondants, les pompiers et policiers, vont être dépêchés sur les lieux. Donc, pour Montréal, ce sont les pompiers qui assument cette fonction-là de premier répondant, et pour Laval, il peut arriver, c'est pas dans toutes les circonstances, mais il peut arriver que ce soit les policiers qui agissent à titre de premier répondant. Est-ce qu'on parle de patrouilleurs? Oui, des patrouilleurs, des gens qui sont déjà sur la route. D'accord. Prochaine étape. Prochaine étape, l'ambulance. Donc, l'ambulance se rend sur les lieux. Les services ambulanciers vont arriver sur les lieux, vont prendre la relève en prenant les informations des premiers répondants et vont appliquer les protocoles appropriés, faire l'évacuation du patient vers l'ambulance et se rendre de façon diligente à l'hôpital. Très bien. Alors, pour se rendre à l'hôpital, comment on choisit quel hôpital? Alors, pour se rendre à l'hôpital, c'est dépendant de la nature du cas, bien sûr. Si c'est des cas de traumatologie, alors c'est déjà des centres hospitaliers qui sont déjà désignés, qui sont déjà pour les cas de traumatologie majeure. Alors, on parle de Montréal Général et de l'hôpital Sacré-Cœur.
Pour les cas d'infarctus, on va rentrer le patient dans un centre avec de l'hémodynamie où les patients pourront avoir des traitements d'angioplastie afin de débloquer le cœur au besoin, et ça va se faire de façon très rapide. Et pour les autres cas, ben, ça dépend toujours de la nature du cas. Ça dépend si la personne a été suivie auparavant dans le centre hospitalier. À ce moment-là, on va essayer, dans la mesure du possible, d'aller au même endroit. Mais si c'est un cas, si c'est une nouvelle pathologie, à ce moment-là, on va être appelé à se rendre au centre hospitalier qui peut nous recevoir et qui est le moins achalandé, le plus près des lieux où on est. Alors, pour bien comprendre, on récapitule. Quelles sont les étapes? Alors, les étapes. Il arrive une situation, vous êtes témoin de la situation, vous êtes le premier intervenant, vous faites le 911. Au centre 911, à ce moment-là, eux autres, d'après les premières questions qui sont posées, vont décider est-ce que c'est la police que ça prend, est-ce que c'est urgence santé, service d'ambulance, ou si c'est les pompiers. Ils ont déterminé que c'était une ambulance que ça prenait. Ça s'en va chez nous, au centre des communications santé, qui, eux, vont affecter à ce moment-là et les premiers répondants et l'ambulance. Les premiers répondants vont arriver habituellement les premiers sur les lieux. L'ambulance arrive par la suite et suite à ça, le patient est transporté vers l'hôpital. Et c'est tout, tout se fait très rapidement aussi. Ça se fait très rapidement. Merci, M. Garneau. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci à tous nos collaborateurs, à la Ville de Laval et bien sûr nos invités. Si vous désirez soumettre votre commentaire à propos des sujets abordés aujourd'hui, bien le tout est possible, soit par téléphone en composant le 450-973-8005 ou par courriel info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous remercie et vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.